bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi d'être avec vous pour votre journal de ce jeudi 22 janvier. Voici les principales informations que nous allons aborder dans cette édition. On va s'intéresser ce soir aux conséquences de la vigilance jaune sur les archipels de la Société et des Australes. À Tahiti, la pluie et le vent sont insistants depuis plusieurs jours. Il y a eu des rafales de 90 km/h aujourd'hui à Fa'aa. Dans ce journal, nous serons en direct avec le chef de corps des pompiers de Rurutu sur cette île des Australes. Un pan de falaise s'est décroché à Avera. L'éboulement n'a fait aucune victime, mais 3 habitations ont été évacuées. Le calcul du SMIG va changer. C'est en tout cas la volonté du gouvernement dont le projet de loi était étudié aujourd'hui par le CESEC. Un texte plus technique qu'autre chose qui n'a pas convaincu les partenaires sociaux. On va en parler de ce projet de loi, de ce calcul un peu complexe pour le SMIG avec notre invité Thierry Buteau. Le programme Tavitat, mené par la direction de l'agriculture pour mettre en valeur les produits du Fénois à travers l'agrotransformation. L'école hôtelière fait partie des établissements pilotes pour les repas scolaires. Vous le verrez à la fin de cette édition. Merci d'être avec nous. Il pleut des cordes sur les îles du Vent et le mauvais temps, vous l'avez constaté, s'est installé durablement. L'archipel de la Société et les Australes sont en vigilance jaune. Aujourd'hui, il y a eu des rafales de vent à 90 km/h à Fa'aa. Les précipitations provoquent des éboulements et des inondations par endroits, mais rien de grave pour le moment. Quelques perturbations sont aussi à prévoir du côté des navires qui ravitaillent les îles éloignées. On fait le point sur la mauvaise météo et ses conséquences avec Mérénie Gomblin, Veitia Reperer et Patrick Tinsi. Les ferries ballottées dans des creux de 3 mètres. Direction Moorea, où le mauvais temps a contraint les parents à récupérer leurs enfants plus tôt que prévu aujourd'hui. Par précaution, les écoles du premier degré et les CJA sont fermées jusqu'à lundi prochain. Oui, là, on arrête tout, on met le travail de côté quand on peut le faire, évidemment. On va chercher les enfants et on va se poser gentiment à la maison. À Motuuta, le Taporo 6, lui, reste à quai. Le navire devait partir ce jeudi, mais a reporté son voyage à vendredi. Le mauvais temps engendre des retards et des modifications pour les goélettes. Le chargement des marchandises est malgré tout assuré sous une pluie battante. Le Nati Atea devrait prendre la mer comme prévu samedi. Peu importe les conditions météorologiques, nous on prend la mer. C'est notre habitude sur le travail. Beaucoup de gens qui nous attendent, la population des Tuamotu. Voilà. Un flux perturbé de nord-ouest se maintient sur le pays. Le ciel reste chargé les prochains jours et les rafales atteignent 90 km/h. Prudence donc en cette saison des pluies qui durera jusqu'au mois d'avril avec un pic entre janvier et mars. À partir de la semaine prochaine, on va retrouver des conditions plus calmes, plutôt au milieu de semaine, et puis ça risque de durer cette période calme. Mais ça ne veut pas dire qu'on est sorti de l'auberge, c'est-à-dire qu'après on peut retrouver d'ici quelques semaines un nouvel épisode pluvieux généralisé comme on l'a connu là. Autre conséquence de ces intempéries, une habitation détruite par un arbre à Fa'aa et une famille contrainte d'être relogée. Sur la côte est, le mauvais temps apporte aussi son lot de désagréments. À la presqu'île, la route de la dorsale menacée par les falcatas est fermée jusqu'à nouvel ordre. Mais la météo rassure, aucun phénomène cyclonique ne se dessine pour l'instant. Et puis à Rurutu, les conséquences du mauvais temps et des précipitations, un pan de falaise s'est décroché à Avera, non loin du village. Fort heureusement, cet éboulement n'a fait aucune victime. Par prévention, 3 habitations ont été évacuées par les sapeurs-pompiers. Pour parler de cet événement, nous sommes en direct avec Vaya Terimana, le chef de corps de la caserne des sapeurs-pompiers de Rurutu. Yorana Vaya Terimana, merci d'avoir accepté notre invitation. Qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui à Rurutu et est-ce que l'éboulement aurait pu faire des victimes? Oui, bonsoir tout le monde. Vers 15 h cet après-midi, on nous a signalé comme quoi il y a eu un éboulement au niveau de la falaise qui se trouve dans le village de Avera. Donc, quand on est arrivé sur les lieux, on a constaté qu'il y avait trois habitations qui sont bien exposées au danger. Donc, du coup, nous avons pris la décision d'évacuer les trois habitations et reloger dans les différentes familles. On voit sur les images, c'est vraiment un gros bloc de roche qui s'est décroché. Est-ce qu'il y a eu des dégâts sur les maisons ou les véhicules? Oui, il y a une des habitations qui a été touchée, hein,
pas grand-chose, mais il y a une habitation qui a été touchée par un gros bloc. Donc, du coup, on a pris la décision de les évacuer parce que, vu l'état de la falaise, il n'est pas stable. Ce n'est pas la première fois, justement, que cette falaise s'effondre en partie. Oui, c'est la deuxième fois. Et c'est toujours le même morceau. Hein. C'est toujours le même endroit aussi. Est-ce que d'autres zones sont surveillées? Oui, ben, du coup, comme il y avait 2 habitations qui étaient bien exposées, donc il y avait un 3e, donc du coup, nous, on a préféré d'évacuer aussi le 3e parce qu'on a vu un peu que ça peut aussi toucher sur le 3e habitation, vu que ce n'est pas stable. Hein. Merci pour ces précisions. Vaya Terimana, je rappelle que vous êtes le chef de corps de la caserne des sapeurs-pompiers de la commune de Rurutu et qu'aujourd'hui, un bloc de roche s'est décroché d'une falaise non loin du village à Avera. C'est la 2e fois en 2 ans. Ça s'est passé à 15h cet après-midi et que 3 évacuations ont été évacuées. Merci beaucoup. Allô. C'est à lire sur notre site Internet pour l'actualité régionale. En Nouvelle-Zélande, plusieurs personnes sont recherchées après un glissement de terrain à Mont Maunganui. Le bilan provisoire fait état de 2 morts et d'au moins 2 disparus. Justice, la lutte contre la criminalité environnementale est désormais une priorité en Polynésie. La preuve avec cette information judiciaire ouverte par le parquet pour des atteintes graves à l'environnement dans la vallée de la Punaru. On vous en parlait sur notre site Internet. 2 exploitants de décharges illégales et 6 dirigeants d'entreprises du BTP sont mis en cause pour l'enfouissement illicite de plus de 100 000 mètres cubes de déchets. Près de 197 millions de francs pacifiques ont été saisis et l'un des exploitants a été placé en détention provisoire. Écoutez Solène Belawar, procureur de la République, au micro de Théopo Fatupua Ave. Les investigations ont été menées pendant plus de 2 années jusqu'à l'ouverture d'une information judiciaire vendredi dernier, dans le cadre de laquelle les 2 personnes que l'on suspecte d'exploiter ce site de traitement illicite des déchets ont été mises en examen. 6 clients, les entreprises de BTP les plus impliquées pour avoir eu recours à cette filière, sont également inquiétés dans le cadre de cette procédure qui va se poursuivre entre les mains d'un juge d'instruction. Et puis, concernant la série de vols commis entre la fin 2025 et mi-janvier 2026 dans plusieurs églises de Tahiti, on vous en parlait cette semaine, 2 suspects ont été interpellés en début de semaine. Ils devaient comparaître aujourd'hui, mais leur procès a été renvoyé au 19 mars. Il s'agit d'un couple d'une 30aine d'années, mis en cause dans plusieurs vols en réunion à Te Ahupu'o, Mateia, Afahiti, Arue, Taravo ou encore à Mahaena. L'homme a été placé en détention provisoire. Le projet de loi du gouvernement pour modifier les modalités de revalorisation du SMIG est actuellement dans les tuyaux. Le CESEC s'est penché sur le texte qui prévoit de remplacer l'indice général des prix par un indice ouvrier. Le calcul va donc légèrement changer. Présenté comme plus juste pour les bas salaires, le projet n'a pas convaincu les partenaires sociaux. David Chang, Mirko Vanfo. Ce matin, au CESEC, le nouveau mode de calcul du SMIG n'a pas convaincu. 45 voix contre. Le projet de loi reçoit un avis négatif. Le texte prévoit pourtant de modifier la manière d'augmenter le salaire minimum. Fini l'indice général des prix. La revalorisation serait désormais basée uniquement sur le coût de la vie des ouvriers. Un calcul plus ciblé, mais dont les effets concrets restent incertains. Le monde s'accorde à dire, il ne comprend pas pourquoi on a proposé ce projet de loi. Parce qu'on parle du SMIC. Le SMIC, c'est un salaire minimum garanti qui protège le SMICA par rapport à son pouvoir d'achat. Et on n'a pas tellement compris qu'est-ce que ça va changer. Du côté du patronat, l'inquiétude est différente. Les hausses régulières du SMIC pèseraient déjà sur la compétitivité des entreprises polynésiennes, surtout auprès de ses voisins du Pacifique. Il n'y a personne dans la zone Pacifique qui a un coût du travail comme le nôtre. Donc après, ça veut dire que si vous avez un coût du travail élevé, vous avez des services qui sont élevés, vous avez un coût de production qui est élevé. Et donc, il est beaucoup plus difficile de vendre des choses quand votre produit coûte cher au démarrage. Quand les pays de la zone qui nous entourent ont des tarifs 2, 3, 4 fois moins chers que nous, ou des coûts de production, des coûts de service qui sont nettement moins chers.
D'autres membres préfèrent rester optimistes et auraient bien aimé laisser sa chance au texte. Il faut quand même soutenir les initiatives qui vont dans le sens de l'amélioration du pouvoir d'achat. Il faut soutenir les initiatives des organes sous tutelle des ministères qui en font l'effort. Et surtout, il faut croire en notre pays, il faut croire en nos capacités à produire, à valoriser, à améliorer la chaîne de valeur et qu'il y ait des retombées pour la population. Le projet de loi doit maintenant poursuivre son parcours à l'Assemblée. S'il est adopté, il permettra une revalorisation adaptée à la catégorie professionnelle des ouvriers. Reste à savoir si au final, il changera vraiment quelque chose sur le pouvoir d'achat de ses salariés. Et avec nous, pour parler de ce projet de loi, Thierry Buteau, le rapporteur au CESEC. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, le SMIC, c'est le salaire minimum au Fénois et sa dernière augmentation remonte quand même à mai 2024. Aujourd'hui, on est à 173 181 francs bruts et ces 10 dernières années, il a été augmenté seulement 4 fois, 3 fois en raison de l'inflation et 1 fois après une grève générale. Est-ce que ce projet de loi, déjà, va permettre de l'augmenter, le SMIC? Alors, la première chose qu'il faut rappeler, c'est que la loi prévoit déjà les modalités de revalorisation du SMIC. Il y a 2 mécanismes qui sont prévus aujourd'hui par cette loi. Le premier est automatique, c'est-à-dire qu'effectivement, à partir du moment où l'indice général des prix à la consommation augmente de plus de 2%, on augmente automatiquement le SMIC augmente. L'autre mécanisme est entre les mains du gouvernement qui peut à tout moment décider d'augmenter le SMIC après justement consultation du CESEC. Mais justement, le gouvernement là veut changer, on va dire, la référence pour le calcul du SMIC. Est-ce que c'est technique, hein? Alors tout à fait, c'est une réforme que le CESEC a jugée purement technique, qui effectivement va consister à remplacer aujourd'hui l'indice général des prix à la consommation par l'indice ouvrier, qui est aussi un indice calculé par l'ISPF. On peut d'ailleurs le consulter en ligne sur le site de l'ISPF. Il remonte à des années. Et l'idée étant que cet indice est censé être plus cohérent avec la consommation des personnes dont les revenus sont modestes et donc qui sont souvent au SMIC. Donc cette cohérence et cette mise en cohérence qui est voulue par le gouvernement, le CESEC l'a salué, a trouvé que c'était tout à fait louable dans le principe, même si par ailleurs nous avons émis un certain nombre de réserves. Justement, quelles sont ces réserves? Alors, les principales, en tout cas. Pour le principal, les réserves, c'est qu'il nous semble que ce n'est qu'une mesure purement technique. Voilà, déjà, c'est la première chose. Ensuite, il se trouve qu'on nous a présenté dans l'exposé des motifs que l'indice ouvrier était beaucoup plus stable dans le temps. C'est-à-dire qu'il était moins soumis à des variations saisonnières, notamment liées aux variations du prix des billets d'avion internationaux. Donc, qui dit indice plus stable, dit qu'il y aura moins de revalorisation du SMIC, ça se passera moins souvent. Si je comprends bien, ça va se passer moins souvent, qu'il y ait 2% d'inflation par rapport à cet indice. Voilà. Donc moins souvent de revalorisation. Tout à fait. Ça, c'est le deuxième constat. Le troisième constat, c'est que, en fait, l'indice ouvrier et l'indice général sont extrêmement proches. Leur évolution dans le temps est extrêmement proche. Et donc, l'impact sur la revalorisation du SMIC est quasiment insignifiant. On nous a donné les chiffres sur 2004 à 2025. Si on avait utilisé l'indice ouvrier, eh bien, chaque année, le SMIC aurait été revalorisé de 153 francs, donc ce qui est véritablement un montant minime. Et ça ferait 3 376 francs sur cette période 2004-2025. Sur 22 ans. Donc l'impact en termes de pouvoir d'achat et de lutte contre la vie chère pour justement des populations aux revenus très modestes, eh bien, il n'est pas là. On pense que ce n'est pas ainsi qu'il faudrait faire. Ce n'est pas le propos de ce texte, mais néanmoins, voilà ce que nous avons pensé. Merci en tout cas Thierry Buteau pour toutes ces précisions. Je rappelle que le CESEC donc, a émis un avis défavorable à l'unanimité sur ce projet de loi donc, qui vise à modifier le calcul de la revalorisation du SMIC. Merci beaucoup. Avec plaisir.
Tahiti Tourisme a présenté ses temps forts 2026 avec le retour du Pro Tahiti les 19 et 20 février sous un nouveau format annuel. L'événement réunira 40 tours opérateurs internationaux et 75 partenaires locaux pour booster la commercialisation de la destination. Ils viendront du Canada, des États-Unis, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande ou encore de l'Australie. Écoutez l'ambition de Veihiri Lissan, directrice générale de Tahiti Tourisme, au micro de Jérôme Lee. En fait, cet événement, il est très demandé par les professionnels, que ce soit côté tour opérateur ou l'industrie locale. Et à la base, c'était tous les 2 ans. Donc là, le format change. On a décidé de faire, donc pour le retour, de faire 1 an, en fait, de faire chaque année un Pro Tahiti. C'est juste qu'on divise le monde en 2, en fait. Donc là, cette année, on cible vraiment les marchés de proximité, Amérique du Nord et Pacifique. Et l'année prochaine, on maintient le Pro Tahiti aussi, mais là, cette fois-ci, sur des marchés long courrier, donc Europe et Asie. Et autre rendez-vous majeur, le Salon du tourisme, organisé du 6 au 8 février. Notez bien, ce sera au Parc Expo de Mam'o. On prend la direction de Hivaoa, désormais, aux Marquises, où les gendarmes et les réservistes ont bénéficié cette semaine pendant 4 jours d'un recyclage annuel au maniement des armes, tasers, pistolets ou encore fusils à pompe. La formation s'est déroulée à Atu'ona en présence du chef d'escadron Jean-Marc Bombridge. La session s'est conclue par des tirs réels et des mises en situation opérationnelles. Écoutez ces quelques réactions au micro de notre correspondant Teama Kamia. Comme chaque année et comme tous les militaires de la gendarmerie, en fait, on est là pour les recycler tout simplement dans le maniement aux armes, avec dans un premier temps un rappel du cadre légal d'usage des armes, suivi d'un atelier pratique avec la manipulation des différentes armes utilisées par les militaires en gendarmerie. Et ces séquences seront complétées demain par une séance de tir à balles réelles aux armes détenues par les militaires de cette unité. Nous avons tiré d'une part avec notre arme de poing, le SIG Pro 2022. Donc c'est une arme calibre 9 par 19 mm. Et nous avons aussi tiré avec ce fusil d'épaule, qui est un HK UMP9, qui est au même calibre que le PA, donc c'est 9 par 19. Le deuxième avenant à la convention État-Pays dans les domaines de la jeunesse, du sport et de la vie associative a été signé ce matin. L'État accorde plus de 900 millions de francs jusqu'en 2027 pour des actions en faveur de ces domaines. L'objectif à long terme, c'est la modernisation des équipements sportifs ainsi qu'un héritage durable pour les Polynésiens et les futures délégations. On s'intéresse au programme Tavivat qui vise à stimuler la production agricole locale grâce notamment à l'agrotransformation. Un volet de ce programme concerne la restauration scolaire. L'objectif est d'augmenter progressivement la part de produits locaux dans l'assiette de nos enfants. L'école hôtelière de Tahiti fait logiquement partie des établissements pilotes. Hayar Itahiyata, Patrick Régis. Ces cartons de bananes plantain viennent rejoindre le stock de produits locaux. Depuis déjà 3 ans, l'école hôtelière de Tahiti s'efforce d'utiliser davantage de produits vivriers. Elle parvient à en intégrer en moyenne 35% dans ses recettes, bien souvent sous forme retravaillée. C'est vrai que quand on prend un produit brut, on le met directement dans l'assiette, souvent il finit à la poubelle. Et le but, c'est d'éviter le gaspillage et ça permet de faire goûter le produit local aux jeunes et qu'ils l'apprécient. En cuisine, les élèves sont les premiers à constater ces changements. Depuis le mois de novembre, une dizaine de recettes sont en cours d'expérimentation avant d'être proposées à la direction de l'agriculture au mois d'avril. Une véritable découverte pour ces apprentis cuisiniers. On a fait des pâtes carbo et à la place de la crème fraîche, on avait mis de la purée de patates douces. C'était vraiment bon. On a fait jeudi dernier des cookies au taro. Et je me suis dit, non, pour moi, ce ne sera pas bon. Les élèves ne vont pas aimer, ils vont jeter à la poubelle. Et finalement, ils ont tous aimé. Aujourd'hui, par exemple, une nouvelle recette est à l'honneur. Un gâteau à la banane et à la patate douce. Une alternative qui permet de réduire la quantité de farine classique. Là, nous sommes à 60% quasiment. 60% de produits locaux, de vivriers, on appelle ça, vivriers. Patate douce et banane. Et banane, voilà. Et on en a 5 cibles, c'est la patate douce, le ourou, le taro, le manioc
et les bananes. On peut aller plus loin, mais ce sont les 5 cibles du projet Tavivat. Cette transition a évidemment un coût, notamment pour l'achat des produits locaux, mais ce surcoût est en partie compensé par le pays. Nous recevons depuis quelques années une subvention complémentaire pour nous aider à équilibrer nos budgets au niveau des cantines dans les collèges et les lycées. Grosso modo, on a augmenté de 20-25% budget en 3 ans. Voilà. Et donc, on récolte la subvention vient compléter ces 25% d'augmentation. Lancé officiellement le 8 janvier dernier, le projet Tavivat dispose d'un budget de 1,64 milliard de francs pacifiques pour accompagner les agriculteurs vers l'agro-transformation et proposer au moins 25% de produits vivriers locaux dans les cantines scolaires. Et ça va faire du bien à notre jeunesse. L'information principale de ce jeudi 22 janvier, c'est la vigilance jaune sur les archipels de la Société et des Australes. Ces derniers jours, il y a eu de fortes précipitations sur ces zones avec des rafales de vent. Un pan de falaise s'est même décroché à Avera, à Rurutu. L'éboulement n'a fait aucune victime, mais par précaution, 3 habitations ont été évacuées. À noter également qu'à Moorea, les écoles seront fermées jusqu'à lundi. Sur vos écrans, après ce journal, 2 films, Vidal, puis Le Grand Bluff. Vous l'aurez compris, soirée cinéma ce soir sur la première. C'est la fin de votre journal. Merci de votre fidélité. À partir de demain, vous retrouverez Ayata Tarahu pour vos éditions. Passez une très belle soirée à lundi et prenez bien soin de vous. Retrouvez toute l'info sur WhatsApp en scannant notre QR code.